on aura tout tendance à comparer un chocolat artisanal à un produit chocolaté, parce que la chocolaterie est un art. L'art de la chocolaterie consiste à faire du chocolat à partir des fèves. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en Je prie. vais commencer déjà par vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, je suis Hippolyte Nozao, agro-industriel, ingénieur des procédés chimiques de l'INSAI de Ngaoundéré et promoteur de l'entreprise Chocolaterie Noï. Okay. Donc, mon parcours entrepreneurial a commencé depuis, je dirais, lorsque j'étais encore sur les bancs, parce que c'est de là qu'est née ma passion, ma volonté de transformer le cacao au Cameroun. Donc, lorsque j'étais sur les bancs, pratiquement j'étais à l'université de Tchang, je consommais constamment le chocolat en période de stress et autres. Et par la suite, lorsque je suis arrivé à l'université de Ngaoundéré en formation ingénieur, le programme était encore plus intense. Je consommais davantage le chocolat. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je consommais le chocolat, ça me permettait de me calmer, d'être plus serein et de mieux affronter les challenges de l'école. Donc, c'est de là que l'idée est venue. Je me suis dit, si je dois consommer le chocolat constamment, alors il faut faire dans le chocolat. Et pour vous, que représente la marque Noï? Noï, je dirais que c'est moi-même. Ça représente ma volonté à développer le domaine du cacao, à développer la filière, à développer le chocolat camerounais. Parce que dès que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je ne pouvais pas me séparer, que j'allais toujours faire avec, je me suis dit il faut lui donner un nom qui représente vraiment ce que je veux, ce que je suis. Et de là, donc, j'ai pris les deux initiales de mon nom. Donc, Noï, c'est Nozao Hippolyte. Ok, donc après vos études dans le domaine agroalimentaire, vous n'avez pas... Quel était votre rêve? Vous n'avez pas pensé à quitter le pays comme les autres jeunes entrepreneurs? Non. Dès que fin d'études, dernière année d'études, préparation de soutenance, je m'étais déjà décidé que je devais entreprendre. Donc, à ce moment, après l'école, il y a la volonté d'entreprendre. Je ne cherche pas le travail, je m'en vais plutôt faire des petites activités. Mais entre-temps, je trouve quand même deux petites tâches dans une boulangerie à l'ouest. Là, je commence là-bas. Et en même temps, je lance la plantation de cacao. Là, nous sommes autour de 2013. Je lance la plantation de cacao. 2014, entre-temps, je lance la plantation de cacao, je fais l'élevage de porc, je fais également la myciculture, la culture de champignons. Donc, j'ai fait ça. Et 2014, il y a eu la peste porcine qui est passée. Ça a ravagé un peu mon cheptel et je décide donc retourner chercher un autre travail. Donc je laisse un peu ce côté, je m'en vais. Donc c'est comme ça que je trouve le travail à Douala. Et je viens donc décembre 2014, fin 2014, je commence à l'entreprise Fiscosal. Fiscosal qui était une entreprise de production de détergents, c'est là-bas que je commence jusqu'en mai 2017. Où je démissionne pour continuer le projet que j'avais commencé. Ici, nous sommes
au département fabrication. Ok. Donc, la fabrication commence par quoi? La fève. Oui. Une fois que la fève est extraite, séchée, elle Oui. arrive ici. Oui, bon, c'est pas exactement extraite et séchée. En plantation, la fève est dans la cabosse. Lorsqu'elle est recueillie, elle est fermentée. C'est la première étape du processus post-récolte. Et c'est cette fermentation qui donne les arômes aromatiques, les précurseurs aromatiques pour le chocolat. Donc, fermentation, séchage. Après, on transporte donc dans les sacs comme ceci pour venir à Douala avec. Ok, d'accord. Donc, une fois que là, c'est séché. Oui. Et ici, on va dire que c'est quelle variété? Quelle est la variété pour vous? Ici, c'est du Trinitario. D'accord. Du cacao Trinitario qui est un hybride, un mélange du Forestero et du Criollo. Et elle a des particularités différentes des autres? Oui. Le Trinitario, ses particularités, c'est qu'il est plus résistant et il est également un peu plus aromatique que le Forestero. Donc, c'est un mélange. Le Criollo est très aromatique, mais peu résistant. Et le Forestero est très résistant, mais peu aromatique. Donc, ça, c'est la variété hybride qui est un mélange des deux. On a donc pris les deux côtés forts, qui sont le côté aromatique et le côté résistant. Et particulièrement sur notre sol, au Cameroun, et particulièrement dans la région du Mba-Minkim, qui est une région où on a du cacao rouge brique. Le Trinitario, issu de cette région, peut s'assimiler au Criollo des autres pays. Parce que le sol, le climat, la forêt, l'écosystème, l'agroforesterie tout autour lui donne des saveurs supplémentaires. Nous, particulièrement dans notre plantation, nous avons également des agrumes, des arbres sauvages et autres, qui, avec l'action des abeilles, permet d'accroître, d'augmenter le côté aromatique de nos fèves. C'est une sorte de biotope alors? Oui, un écosystème oui, à la croissance et au développement des saveurs dans le cacao. D'accord. Donc, une fois que ça arrive ici, quel est le procédé? Oui, une fois que ça arrive ici, nous, particulièrement, on commence directement par la torréfaction. Après la torréfaction, on va dépulper. Quand les fèves torréfiées ressemblent à celle-ci, si vous remarquez, là-bas, c'est plus difficile à dépulper. Vous prenez là, c'est difficile. Mais ici, c'est plus facile. La fève se dépulpe. Donc, c'est la première étape. Et c'est une étape très importante parce que c'est également pendant cette étape que tous les arômes qui sont contenus dans la fève seront mis en exergue. Donc, c'est une étape très importante. Et après cette torréfaction, donc, c'est le dépulpage. Quand on dépulpe, on obtient ceci. Après, on trie. Et on continue pour le broyage et le mélange. Et où est-ce que vous prenez vos machines? Celle-ci, nous sommes approvisionnés en Chine. Mais on a également, dans l'ensemble, on a des machines venant du Cameroun, on a des machines venant de la Russie et venant de la France. Donc, on s'approvisionne un peu partout. Alors, une fois l'étape de la torréfaction, du tri, du broyage, comment ça se passe ensuite? Oui, ensuite, après le broyage, donc, c'est le mélange. On met le sucre, le lait, si c'est le chocolat au lait, le beurre de cacao pour mélanger, pour que ça rende que ce soit plus fluide et autres, avant de continuer avec l'affinage de l'autre côté. Ok, donc mais ça veut dire qu'ici, vous utilisez en même temps le cacao écrasé et les produits dérivés du cacao. Donc, vous faites le chocolat, vous faites le beurre de cacao. Non, voilà. Et vous obtenez aussi les tourteaux. Le tourteau, oui, la poudre de cacao. Tourteau qui est après converti en poudre de cacao. Donc, votre particularité à vous, c'est que vous produisez vous-même votre cacao. Oui. Alors, vu que vous produisez le cacao, est-ce que ça a un impact sur le coût de votre production? Oui, ça a un impact sur le coût de notre production parce que ça rabaisse un peu. Mais notre production aussi de cacao est particulière. Le fait que nous n'utilisons pas des pesticides chimiques, nous n'utilisons pas des engrais chimiques et que
nous sommes dans un écosystème, on a des employés qu'on paye tout au long de l'année et autres. Fait qu'à la fin, le prix de la valeur de notre cacao est presque similaire à celle du marché. Juste l'avantage qu'on a, c'est que c'est contrôlé. On n'est pas sûr du tout venant. On a une quantité définie. On sait que notre cacao a son niveau de déchets. Voici, il n'y a pas de moisissures, il n'y a pas de pesticides dedans, il n'y a pas de tout ce qui peut être nuisible à la consommation. Ouais. C'est notre principal avantage là-bas. Et que vous contrôlez au niveau de la qualité depuis la production de la fève. Oui. Ok. Maintenant, est-ce que la quantité de fèves de cacao que vous produisez vous permet de Ça nous satisfait. En matière première tout ça. Oui. Donc, depuis l'année dernière, nous sommes arrivés à un pic où nous consommons la totalité de notre production de cacao. Mais après cela, nous avons des coopératives tout autour dans la zone de Numbam à qui on a formé sur les bonnes pratiques de culture et les bonnes pratiques post-récolte du cacao. Donc, quand notre besoin est énorme, on se part vers ces coopératives. Ils nous donnent, on s'approvisionne chez eux, suivant un cahier de charges bien défini. Ce qui fait qu'on peut avoir avec ces coopératives, on peut avoir jusqu'à 200 tonnes de cacao par campagne. Alors, parce qu'on les a formés, on a mis à leur disposition des bacs de fermentation, des clés de séchage et des systèmes de contrôle d'humidité, de température, d'hydrométrie et de température. C'est un peu ça qui fait votre avantage par rapport à ceux qui achètent avant de transformer. Le principal avantage qu'on a, c'est vraiment sur la maîtrise de l'approvisionnement. Pour l'approvisionnement en fèves, on n'a pas de problème. Et également sur la qualité de la fève. C'est nos deux avantages. Ce n'est pas trop pécunier. L'avantage est principalement au niveau de la qualité de la fève et de la disponibilité de la fève. Et la récente augmentation du prix du kilo de cacao, ça n'impacte pas sur l'approvisionnement parce que peut-être d'autres seront tentés de vendre leur fève d'ailleurs. Oui, ça a impacté. Ça impacte énormément sur l'approvisionnement parce que lorsque le kilo est maintenant à 4200 ou 5000, le producteur qui savait davantage que c'est à nous qui vendons doit avoir tendance à vendre à d'autres. Mais on a aussi l'avantage que, particulièrement cette année, notre approvisionnement s'est fait très tôt, donc avant que le prix ne soit très élevé. Et ce sont des personnes avec qui on a des contrats définis d'avance. Donc, lorsque au mois de septembre, octobre, avant que les prix n'atteignent 1200, on avait déjà commencé on avait déjà fait le bon stock. Donc, cette année particulièrement, on n'a pas trop subi l'augmentation. Parce qu'on s'était pris assez tôt. Ce qui fait qu'on a fait quand même une bonne réserve de cacao. Mais plusieurs cacaoculteurs ont subi. Et là, je profite de cette occasion aussi pour lancer un appel. L'augmentation du prix du cacao cette année va pousser plusieurs transformateurs à fermer, surtout à petite échelle. Ceux qui sont du même niveau que moi dans la transformation semi-industrielle seront amenés à fermer. Donc, cet appel, je lance donc au gouvernement. Si le gouvernement peut soutenir les petits transformateurs pour les permettre de se maintenir au moins cette année encore, autant de prévoir, de faire de meilleures prévisions pour l'année suivante. Parce qu'autrement, plusieurs seront appelés à fermer. Et actuellement, quelle est votre capacité de production en termes de chocolat, quantité de chocolat? En termes de quantité de chocolat, sur la pâte à tartiner, nous sommes autour de 1,5 tonne par jour. Sur le chocolat de couverture ou les chocolats à croquer, nous sommes à 500 kg semaine. Comme vous l'avez remarqué d'entrée de jeu, cette pièce, il est important de se désinfecter les mains, de porter le cache-nez, tout autre contaminant, parce que c'est la dernière étape. Il ne faudrait plus que
un autre élément supplémentaire, une contamination se fasse sur le produit avant qu'il n'entre dans le seau et arrive au niveau du client. Donc voici, avec cette machine, cette doseuse nous permet de conditionner nos différents formats. Et également, nous avons cette machine qui nous permet de sceller de regrouper les petits pots ensemble pour faire des packs de 12 pour facilement livrer, oui, empaqueter, livrer aux clients. Donc là, vous avez plusieurs grammages. Oui, sur le chocolat à tartiner, nous partons du 125 grammes avec des petites cuillères, faciles à consommer, très bien pour s'amuser, pour un coupe-faim et autres. Voilà. Et après, on a le 900 grammes, le 2,5 kg, le 5 kg et le 10 kg. 10 kg qui est beaucoup apprécié par les boutiquiers parce que ça leur permet de charger le pain et autres. Et les familles aiment aussi le 2,5 kg pour le 900 grammes pour le petit déjeuner des enfants. Voilà. Donc voici, c'est la famille des tartines Noé. Ok, donc je peux voir là que vous êtes certifié ANOR et Made in Cameroun. Oui. Vous avez le label ou bien c'est juste le nom? Non, nous sommes certifiés. Oui, nous avons travaillé avec ANOR, fait les analyses et autres pour la certification. Donc nous sommes certifiés ANOR. D'accord. Voilà. Ok. Ce n'est pas... La marque, le label, est-ce que vous êtes l'une des marques qui fait partie de ce label? Oui, nous sommes dans le Made in Cameroun. Oui, c'est un label qui nous accompagne depuis bien longtemps dans le processus de certification Origine Cameroun certifiée. Voilà. Là, c'est l'étape de moulage. Oui. Mais avant le moulage, il y a eu le tempérage. Le tempérage qui consiste à faire monter la température du chocolat et de le refroidir plusieurs fois pour que le chocolat soit plus lustrant, plus lisse et plus brillant. Okay. Donc là, actuellement, elle va mouler. Et après, là, c'est la chambre froide. Ok. Le fait de vibrer, c'est pour enlever les bulles d'air. Et bien à la forme. Oui, parce qu'il n'y a pas de petits trous sur le chocolat. Tout à l'heure, nous avons vu l'unité de conditionnement des pâtes à tartiner. C'est le conditionnement des tablettes. Les tablettes, nous avons plusieurs formats. Sur les formats de 20 grammes, qui sont les plus petits ici, nous conditionnons avec cette machine qui permet de sceller le bout de la sortie du chocolat avant de livrer. Ça, c'est la finition. Une fois que la tablette vient, elle est introduite dans des sachets et nous scellons. Mais également, nous avons les tablettes de 100 grammes qui sont sur ce format. Voilà. Ici, son scellage est particulier parce qu'il est plus emballé dans le papier alu et avant d'être introduit dans des cartons. Donc, c'est comme ça que nous avons ici 9 saveurs. Partant du chocolat à la spiruline, chocolat blanc, chocolat au gingembre, chocolat à l'orange, voilà. Chocolat noir, on a chocolat au lait, voilà. On a tous ces saveurs. Sur ces grands formats, on fait d'abord un premier emballage, un pré-emballage dans le papier alu pour faciliter sa conservation avant de mettre dans du carton. D'accord. Comment est-ce que vous faites pour le packaging? Oui, nous nous approvisionnons localement. Ces cartons sont faits localement par un imprimeur. Le montage a été fait par nos soins avec un infographe local. Et maintenant, nous imprimons localement. D'accord. Et pour le conditionnement des pâtes à tartiner? Les pâtes à tartiner, nous approvisionnons également localement chez Stratex. Voilà. Et ici, il est important de travailler toujours dans un contexte froid. Oui. Garder... Oui. Et nous travaillons toujours dans du froid pour que la tablette ne transpire pas et ne se gâte pas. Parce que le changement brusque de température au niveau de la tablette facilite sa détérioration. Et je pense que ce sont les éléments importants que regardent vos contrôleurs et la distribution aussi. Oui, également pour la distribution. Parce qu'un changement de température va faire que la tablette blanchit
Ouais, visiblement, quand la tablette a blanchi, elle n'a pas changé. Elle est toujours bonne, de bonne qualité, elle est toujours consommable. Mais chez le client, ça va donner un aspect de détérioré. Donc, on se rassure que la tablette arrive à bon port et bien conservée au niveau du client. C'est pour ça qu'il faut maintenir un certain niveau de froid tout au long du processus. D'accord. Et actuellement, quelle est votre stratégie de distribution? Je suppose que vous avez des points de vente où on peut facilement retrouver vos produits. Oui, nous avons les points de vente. Nous sommes particulièrement à Carrefour, Saker, Santa Lucia, plusieurs boutiques Made in Cameroun, Ampiat, FG Deal, voilà. Donc, nous sommes dans ces points-là. Et nous sommes également on a également des partenariats avec certaines boutiques à l'extérieur, particulièrement en France et aux États-Unis, qui font les afro-shops, qui prennent nos chocolats pour revendre de ce côté-là. Super. Donc, je suppose que tout ça, ça génère de l'argent. Donc, à peu près aujourd'hui, à peu près combien est-ce que vous faites en termes de chiffre d'affaires? Après 5 ans d'activité, vous avez lancé en 2017? Oui, on a lancé en 2017. Oui, en 2017, on a formalisé l'entreprise d'abord en 2018. Okay. En 2017, c'était vraiment le début. Moi-même, je partais de bureau en bureau pour vendre les chocolats et autres, mais en 2018, on a formalisé. Oui, actuellement, on est sur la vente à travers les GMS, la vente directe ou autres. On est autour de 93 millions. 93 millions par mois? Non, ça c'est le chiffre d'affaires annuel. Ok. Le chiffre d'affaires annuel. Voilà. Okay, super. Donc, c'est le chiffre de 2023. 2023. Voilà. Okay, c'est super. Et 2024, nous avons eu une augmentation des infrastructures. On a bénéficié d'un accompagnement de FADEF, qui est un fonds d'investissement, et qui a permis. Tout à l'heure, je vous ai dit que nos machines, avant on était autour de 500 kg au jour, mais avec l'investissement, on est passé à 1500, à 1,5 tonne kg au jour, ce qui va nous donner une meilleure croissance pour 2024. Okay. Voilà. Donc, nous avons eu connaissance également que vous avez participé à plusieurs événements, plusieurs concours. Vous avez quelqu'un qui aime le challenge? Ou c'était juste la recherche du financement comme la plupart? Je dirais les deux. Les deux. Recherche de financement. Mais aussi, on veut se challenge un peu. C'est challenger parce que ça permet d'avoir des idées nouvelles. Ça permet de vérifier que ce que l'on fait est bien. Parce que très souvent, quand on pense à un projet, on pense dans sa tête, on met en pratique, mais c'est bien d'aller vers d'autres personnes qui vont dire que non, c'est pas bon et autres. Et quand c'est vrai, quand c'est approuvé, on accepte les critiques, ça permet de s'améliorer. Donc il y a d'abord ce côté challenge, mais aussi il y a le côté financement. Donc c'est comme ça que en 2019, j'ai bénéficié de lauréat TechZone, c'est un accompagnement qui m'a permis déjà d'accéder au marché américain. C'est à cause de ce financement que j'ai eu des clients aux États-Unis. Voilà. Et après, il y a eu comment on appelle, le ministère de la Jeunesse, qui m'a aussi accompagné à travers le prix Meilleur Entrepreneur Jeune, qui est généralement célébré le 11 février. C'était le 11 février 2019 que j'ai eu ce prix. Et par la suite, il y a le prix Pierre Castel, qui est venu en 2023 avec un financement de 10 000 € qui a permis d'acquérir d'autres machines et d'augmenter la capacité de production. Vous êtes passionné du cacao depuis l'âge de 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bon, pas exactement 4 ans. Je ne me rappelle plus bien à quel moment est-ce que je m'attache au chocolat. Mais ce dont je me rappelle exactement, c'est qu'à la maison, ma mère avait développé une technique pour un peu plus économiser, pour tartiner le pain le matin. Il y avait une option chocolat ou bien le miel. Voilà. Donc, elle a décidé de consommer le chocolat uniquement les enfants les plus dociles.
Malheureusement pour moi, je me retrouvais toujours dans le camp des moins dociles, ce qui fait que on me refusait toujours le chocolat. Et je pense particulièrement que ça créait un petit attachement. Vous savez, quand on vous refuse quelque chose, donc c'est que vous savez que vous avez droit ou bien que vous devrez en avoir, ça fait une petite frustration, ça crée en moi un petit attachement au niveau du chocolat. Et j'ai commencé à avoir une passion particulière pour le chocolat. Et bon, mais après, étant adolescent, on ne me refaisait plus. J'avais mon argent, c'est comme ça que je m'offrais le chocolat à toute occasion. Quand je pouvais, je ne manque pas. J'étais tellement attaché qu'il y avait des cousines, sœurs qui savaient que s'il fallait m'offrir quelque chose, c'était du chocolat. C'est comme ça que mes cousines, mes frères revenaient souvent de l'Europe avec du chocolat. Et c'est aussi à ce moment que j'ai compris qu'il y avait une grande différence entre le chocolat qu'on consommait au Cameroun et le chocolat venant de l'Europe. Et par la suite, j'ai compris que cette différence était aussi due au fait qu'au Cameroun, on avait du chocolat industriel, fait par des industriels. Et ce qu'il venait avec, c'était du chocolat artisanal. D'où mon orientation vers une chocolaterie artisanale. Artisanal, pas pour dire que le processus est totalement à la main, parce que généralement quand on dit chocolat artisanal ou qu'on entend le mot artisanal, on renvoie uniquement à la main. Non, artisanal pour dire que c'est dans l'art de la chocolaterie, parce que la chocolaterie est un art. Donc l'art de la chocolaterie consiste à faire du chocolat à partir des fèves. À partir des fèves et en respectant un certain dosage, en limitant certains produits intérieurs. Donc, par définition, chez l'artisan chocolatier, le chocolat est une liqueur de cacao et de sucre. Point. Rien d'autre. Ce qui n'est pas la même définition chez l'industriel. Parce que c'est également à travers ce cacao que on tire les valeurs nutritionnelles, les bienfaits de notre terroir, c'est dans le cacao. Donc, c'est là. Donc, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur dans le secteur du cacao, quel est votre avis aujourd'hui sur l'économie du cacao, qui est, de ce qu'on dit, une culture de rente, une culture coloniale qui ne correspond pas avec nos valeurs ici et surtout qui n'est pas rentable véritablement pour notre économie par rapport aux. Oui, j'ai beaucoup suivi ce débat que le cacao est une culture de la colonisation et que c'est plus pour l'export et autres. Je ne suis pas de cet avis. Directement, je ne suis pas de cet avis. Parce que quand on dit que le cacao est pour les Européens, c'est pour les Européens, je pense que même les Européens ont adopté cela. Le cacao, à la base, c'est un produit des Aztèques, ceux de l'Amérique latine. Donc, actuel, Mexique, Pérou, voilà. C'est les peuples de cette région qui ont commencé avec le chocolat. Et avec la colonisation, les Espagnols ont commencé par prendre du chocolat au Pérou, chez les Aztèques, pratiquement les Aztèques, les Mayas, et rentrer, ils offraient au roi comme cadeau issu de l'exploration. Donc, et c'est par la suite que, pendant longtemps, ça a été un produit pour les rois, les ducs, les comtes de ce côté. C'est dans les années 1860 que ça a été démocratisé pour que la population commence à consommer. Et la population a consommé et adopté. Donc, ce n'est donc pas un produit qui est purement à l'origine européenne, vu que déjà le cacao ne pousse pas en Europe. Donc, ils ont adopté. Nous, en Afrique, on a le cacao qui pousse, mais on ne transforme pas. Parce que le chocolat, 2022, c'était un marché de 130 milliards de dollars.
Et sur les 130 milliards de dollars, l'Afrique a bénéficié de moins de 10% de ces 130 milliards de dollars. Pourquoi pas renverser la tendance? Le problème, je pense que c'est au niveau de la transformation. Au niveau de la transformation qui est très faible, et au niveau d'ailleurs, parce que on refuse de l'adopter. Et aussi parce que, bon, je comprends, le niveau de vie est encore un peu bas parce que ça reste toujours plus ou moins coûteux, un produit de luxe. Mais c'est également un produit qui peut et qui devrait entrer dans notre habitude alimentaire. Seulement pour ses bienfaits, ça devrait entrer dans notre habitude alimentaire. Donc, c'est pour dire que je ne m'attache pas à ceux qui pensent qu'il faut détruire les plantations. Pour moi, il faut étendre les plantations, étendre davantage les plantations et s'orienter plus vers du cacao premium, cacao de grande qualité et la transformation de ce cacao-là. Aujourd'hui, si vous devez donner 5 conseils à une personne qui, comme vous, veut se lancer dans la culture du cacao, la chocolaterie, quels seraient ces 5? Le premier et le seul et l'unique élément qui permet de réussir, moi, c'est la persévérance. D'abord la persévérance. Toujours la persévérance et ensuite la persévérance. Mais ensuite, on peut ajouter le travail, l'écoute des autres, prendre en compte les critiques, prendre en compte le besoin du marché. Le réseau, il faut créer son réseau. Il faut créer son réseau. Mais aussi, il faut... je pense qu'il y a quelque chose qui tue un peu le tissu économique de façon générale, c'est l'honnêteté dans les affaires. C'est un élément également qu'il faut beaucoup prendre en compte lorsqu'on se lance. Parce que au finish, l'élément qui reste, c'est notre crédibilité. Donc, je pense que voici un peu les éléments, le conseil que je peux donner à toute personne qui se lance, aussi bien dans le chocolat que dans tout d'autres domaines. Et particulièrement pour le chocolat, je vais dire encore plus de persévérance parce que c'est un domaine qui est très challengeant. On n'a pas la consommation est faible, il faut convaincre le client, il faut être patient, il faut subir les caprices. On aura toute tendance à comparer un chocolat artisanal à un chocolat industriel, un chocolat artisanal à un produit chocolaté. Les produits chocolatés, ce sont des produits qui renferment moins de 10% de chocolat, mais qui portent le nom ou l'insigne de chocolat. Donc, il y a à l'extérieur là plusieurs produits qui ont pratiquement pas, ou pour certains n'ont pas du tout du cacao ou un dérivé du cacao, mais qui sont appelés chocolat. Donc, on va nous comparer à ceux-là et vouloir qu'on ait les mêmes prix. Donc, c'est pour ça que je dis particulièrement à un entrepreneur qui est dans le domaine du chocolat, la persévérance, parce qu'il va faire face à cela. C'est très frustrant qu'on compare ton chocolat qui est à 60-80% de cacao à un produit qui n'a pas du tout du cacao et qu'on te demande de t'aligner sur cette gamme. C'est assez frustrant, mais il faut persévérer. Je comprends que l'éducation sur le cacao, sur le chocolat n'est pas très poussée, donc c'est aussi un challenge qu'on a et qu'on se donne de permettre aux Africains de mieux connaître le chocolat. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de vie? En termes de perspectives, Noï a des perspectives sur toute l'Afrique. On est déjà présent dans la sous-région au Congo, à Bangui, et on vend quelquefois à un client au Tchad. Donc maintenant l'idée c'est de couvrir le Cameroun et la sous-région, mais aussi d'ici une dizaine d'années être présent dans les grandes métropoles africaines.
Merci.